Bonjour Emmanuel Attias. Bonjour Isabelle. C'est un plaisir de vous retrouver dans le journal communautaire. Eh ben, comme à chaque fois, un Bon, plaisir vous êtes partagé. notre historien officiel de la radio JM. Et je vous accueille aujourd'hui puisque nous allons évoquer les fêtes de Soukhot. Elles approchent à grands pas. Alors moi, j'ai déjà envie de vous demander tout simplement, parce que je me suis posé la question, d'où vient le nom de Soukhot? Alors, il y a différentes interprétations. Il y a une marloquette, il y a un vrai débat à l'époque talmudique, dans la Mishnah. On a d'abord Rabbi Eliezer qui suggère une première proposition. Il dit que Soukhot rappelle le temps passé dans le désert. Et il prend le mot au sens littéral qui désignait les huttes ou les tentes construites par les Bnei Israël, donc les Hébreux qui ont résidé donc, pendant une certaine période à la sortie d'Égypte, donc dans un espace inhospitalier. On a une deuxième interprétation qui suggérerait, au travers du péricope Bo, donc de la Sidra dans le livre de Shemot, que ce soit une des étapes de l'itinéraire emprunté par les Hébreux depuis la sortie d'Égypte jusqu'à leur arrivée en Eretz Israël, avec un passage qui dit « Vaïsraou béné Israël, mais Ramsès Soukota ». Donc les Hébreux ont voyagé depuis la ville de Ramsès jusqu'à l'étape de Soukhot, qui est la première sur leur itinéraire qui va durer, comme on le sait, une quarantaine d'années. Et puis on a une troisième interprétation, c'est celle donnée par le très grand maître de la Mishnah, Rabbi Akiva, qui lui y voit un sens figuré. Il estime que ce sont les Hanané Akavod, c'est-à-dire ces 7 nuées célestes que Dieu avait placées aux 4 points cardinaux en haut, en dessous et devant les Hébreux pour les guider et les protéger face aux aléas climatiques et face aux ennemis potentiels. Donc un nom qui peut avoir diverses origines du coup. Alors, Tout à fait. quelle est aujourd'hui la symbolique même de la souka? Alors, aujourd'hui, la souka, elle est vraiment rattachée à l'idée que nous nous mettons sous la protection divine et que nous revivons d'une façon symbolique ce que nos aïeux, nos ancêtres, nos pères ont encouru comme danger et pendant cette sortie d'Égypte et la foi qu'ils ont mise en Dieu pour leur apporter un secours et les protéger. Donc on se met dans un espace qui est fragile, volontairement, donc on doit construire une souka qui est faite de matériaux non durables, donc ça n'est pas en briques, on évite de mettre une armature métallique trop importante, beaucoup de gens auront recours à des murs réalisés soit dans un placo fin, soit en bois, et puis avec des règles spécifiques de construction qui sont établies dans le traité Soukhot du Talmud de Babylone. Alors, il y a quand même quelque chose d'important. Le toit doit être en roseau, puisqu'il y a toute une symbolique aussi et l'importance de la pluie pour Soukhot. Alors, ce n'est pas forcément du roseau. Il faut impérativement que ce soit des matières végétales qui sont d'origine organique, mais qui soient totalement détachées du sol. Donc, par exemple, on ne pourra pas utiliser une vigne dont le pied est encore rattaché à la terre. Selon les traditions, on va utiliser soit un canis, soit des branches de palmier. Alors, par exemple, selon l'interprétation littérale qu'ont de l'idée de Scar les Karaïtes, alors les Karaïtes, par exemple, voient dans le livre de Néhémia, le livre de Néhémie, l'obligation biblique de réaliser un toit fait à partir des 4 espèces. Donc forcément, leur scar, donc ce toit, obligatoirement est composé de branches de palmier dattier et puis ensuite de d'autres matériaux qui dépendent bien sûr d'une interprétation rabbinique. Donc les Karaïtes, juste pour expliquer pour les auditeurs, c'est un courant du judaïsme, un courant réformé de manière très précoce. Certains revendiquent une affiliation à Sadoc le prêtre, donc déjà à l'époque talmudique, mais plus vraisemblablement, d'après les historiens, ce serait une scission du peuple à l'époque où nous vivions en Babylonie, donc au 8e siècle, donc on est vers le Moyen-Âge, et Adnan ben David, qui était un talmudiste, un des élèves d'une des célèbres yeshivot installées en Irak, a décidé de bifurquer et de ne plus se rattacher à la Torah orale pour ne voir dans la Bible que la Torah écrite, sans les commentaires des rabbins de l'époque talmudique.
Alors, j'ai envie de poser une autre question. Quelles sont les traditions attachées à la souka? Alors, les traditions sont très diverses et disons qu'on a une assez grande liberté. Alors, malgré une halakha, c'est-à-dire une loi juive qui est très coercitive, très contraignante concernant la construction proprement dite, hein, on l'a dit notamment en termes des matériaux, en termes des tailles, il ne faut pas qu'elle soit trop petite ni trop grande. Donc tout ça, c'est établi vraiment dans le détail. Alors on pourra les retrouver sur plusieurs pages en résumé dans le Kitsour du Shulchan Arour, par exemple, du grand rabbin Ernest Weil. Mais pour s'attacher plus spécifiquement aux traditions, j'ai envie de raconter une petite anecdote. Enfin, on va en prendre deux au hasard. Premièrement, le fait que beaucoup de familles, depuis des générations, ont pour coutume de mettre des fruits, des légumes, pour orner la souka, puisqu'il est dit, effectivement, dans les textes talmudiques, qu'il faudra lui donner un bel aspect à cette construction éphémère. Puis c'est une fête agricole aussi. Voilà. Et c'est surtout pour ça, en fait. Vous me spoilez un peu, parce que pourquoi des légumes et des fruits? Justement pour rappeler le fait que l'un des noms de Sukkot, c'est Chag HaAsif. Il y a 4 noms, en réalité, pour la fête de Sukkot. On a Chag HaSukkot, fête des cabanes, comme on l'appelle aujourd'hui dans le monde chrétien. Chag HaAsif, fête de la récolte. Donc, ce qui explique effectivement, comme ça marque la fin de la période des récoltes, qu'on ait pris l'habitude d'orner la souka à l'intérieur de fruits et légumes. Ou encore Chag, la fête, Uzman Simchatenu, le temps des réjouissances. Donc c'est une fête très joyeuse qui doit être égayée avec des fruits colorés qui viennent orner la souka. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, mais par exemple, il existe une tradition chez les Samaritains qui longtemps ont été persécutés de ne pas réaliser la souka en extérieur. Mais les Samaritains, donc c'est un courant qui a fait sa scission déjà à l'époque des prophètes, donc il y a plus de 2600 ans, et qui a pris pour habitude de construire une souka dans la maison, et ensuite ils consomment les fruits, alors vraiment qui sont en nombre très très important à l'intérieur de leur demeure à ce moment-là, et ils les consomment ensuite sous forme de jus, ils les pressent à la fin de la fête de Sukkot. D'ailleurs, dans les traditions attachées au samaritanisme, il y a encore le pèlerinage qui avait été institué à l'époque biblique et qui se produisait tant que les temples étaient en place. Depuis, on a renoncé aux traditions comme Akhel, le grand rassemblement au premier jour de Chol HaMoed, donc les premiers jours des demi-fêtes. On a renoncé également au pèlerinage qui était rattaché aux 3 fêtes de pèlerinage et qui consistait pour les Israélites de toute la Terre Sainte à venir jusqu'à Jérusalem pour apporter des sacrifices et puis certains impôts. Et on peut également citer une deuxième tradition qui moi me tient à cœur parce que j'ai grandi avec. Comme certains auditeurs le savent, je suis d'origine alsacienne. Oui, et nous quelque chose que vous connaissez bien. Dans l'espace germanique, une coutume un peu singulière qui consiste à installer dans la souka un oignon planté de plumes. Alors, c'est surprenant, là. C'est assez surprenant. Ouais. Les Safarades, les Juifs d'Afrique du Nord sont souvent très intrigués. Et puis certains ont fini par adopter la coutume à Strasbourg. Il ne faut y voir aucune superstition, mais c'est tiré d'un psaume qui dit « Betzel kenaferat astirenu » tu nous protèges, ô Dieu, donc à l'ombre de tes ailes. Et en fait, c'est un jeu de mots entre Betzel et Batsal, l'oignon et l'ombre. Et pourquoi les plumes? Eh bien, parce que tu nous protèges à l'ombre de tes ailes. Alors on pourrait se dire, ces juifs ashkénazes sont superstitieux. On va dire que les juifs germaniques sont peut-être les moins justement ancrés dans les superstitions de tous les juifs. Il y a un côté très rigoureux et au point qu'ils ont même, pour qu'on ne puisse pas les en accuser, appelé cette tradition choté, qui veut dire imbécile. Imbécile, celui qui croirait qu'on y attache une importance. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, c'est un peu comme pour le Seder de Pessah. C'est une façon de faire poser des questions aux jeunes enfants qui vont s'interroger et qui vont dire mais mais pourquoi? À quoi correspond cette pratique? Et donc là on leur explique. Betzel kaneferat astirenu. C'est parce que Dieu nous a protégés à l'ombre de ses ailes, alors nous avons représenté de manière allégorique, de manière symbolique, cet oignon planté de plumes. Mais vraiment c'est plus pour le jeu, ça n'a aucune obligation à l'arique, c'est pratiqué par un certain nombre de familles, et donc si des gens vont en Alsace, qu'ils ne s'étonnent pas de voir qu'il y a un morceau de pot-au-feu qui traîne au plafond.
C'est pour rappeler la cuisine, la gastronomie locale. C'est ça, exactement. Alors Emmanuel, justement, vous l'avez évoqué, Soukhot, c'est une fête conviviale, joyeuse, hein, en famille. Est-ce que vous avez, je sais pas, un souvenir qui vous a marqué, enfant de Soukhot, qui vous reste? Ah oui, ça, évidemment. Nous allions chez mon oncle et ma tante, qui sont des gens appartenant à la communauté orthodoxe, qui avaient une grande famille. Et la souka n'était pas destinée à accueillir autant de monde. Donc on se pressait et surtout on nous rappelait qu'il fallait bien s'être lavé les mains et avoir fait tout ce qu'il faut quand il faut. Parce qu'une fois qu'on était dans la souka, on ne pouvait plus sortir pendant les 2 heures qui suivaient. Et lorsque j'étais enfant, en Alsace, très souvent la fête de Soukhot accueillait la pluie, puisque nous sommes à la fin des récoltes. Et d'ailleurs, nous prononçons à la fin de la fête de Soukhot une prière pour demander justement à Dieu d'alimenter en eau les récoltes. On passe du Moridatal, fait tomber la rosée, à Mashiv Aruach ou Morid Ageshem, fait souffler le vent et tomber la pluie. Ce qui est particulièrement recherché dans les zones agricoles, donc on ne va pas s'en plaindre dans la vallée rhénane où les viticulteurs en sont particulièrement contents, mais donc tout ça pour dire qu'il pleuvait beaucoup. Et nous scrutions le nombre de gouttes qui tombaient dans l'assiette de soupe accompagnée de Matzatzknefel, qui sont les Kneider alsaciennes, c'est-à-dire ces boulettes faites de poudre de pain azime, traditionnel de l'Alsace, pour avoir le top départ donné par mon oncle très très rigoureux de la halakha. À partir du moment où les gouttes étaient suffisamment épaisses et nombreuses, nous pouvions abandonner la souka. Nous avions fait la mitzvah d'y avoir résidé le temps suffisant et nous poursuivions le tempo en intérieur. Voilà, parce que la Torah a toujours cette adaptation qui est propre à la religion juive, de donner la priorité à la beauté de la fête plutôt que à la rigueur ou au fanatisme. Il est écrit, tu rechercheras la vie. Donc le but, c'est pas de se rendre malade non plus par les aléas du temps. Ce qu'il faut, c'est faire la mitzvah. Ceux qui le peuvent, eh bien, mangent dans la souka. Ceux qui sont encore plus endurants, notamment les hommes, ont même la tradition d'y dormir. Voilà, donc certains y passent clairement 7 jours. Il est même recommandé pour les plus observants d'aller y étudier la Torah, par exemple l'après-midi, et de prendre leur goûter ou leur petite collation de 10 heures, leur café par exemple, également sous la souka. Il y a quand même une petite différence entre la France et Israël. Donc en France, on peut trouver des soukas par exemple dans les jardins, mais par contre en Israël, ce sont des soukas, on va dire, publics. Alors, on dit souka quand c'est au pluriel d'abord. Des soukottes. Voilà, donc on peut trouver des soukottes publiques. On peut en trouver des publics, même en France. Par exemple, à proximité des studios de la radio, pendant des années, j'ai vu dans la rue Saint-Suffren, qui est un petit peu l'un des cœurs juifs, l'un des poumons juifs de la cité phocéenne, une souka montée avec l'autorisation préfectorale par le propriétaire d'un restaurant, qui demande, de la même façon qu'un restaurateur a le droit de mettre en terrasse ses chaises et ses tables, l'autorisation de pouvoir installer cette petite cabane temporaire pendant les 8 jours que dure la fête. À Strasbourg, il n'est pas rare d'en trouver dans les jardins, parce que la communauté est particulièrement observante. Beaucoup de gens possèdent une maison avec un petit jardin en Alsace, et donc les gens ont conservé l'habitude effectivement de monter leur souka et d'inviter leurs voisins qui, eux, n'ont pas la chance d'en avoir. Oui. Parce que c'est aussi une fête qui se prête à inviter... C'est ça, c'est une fête de partage. Ah, véritablement. C'est peut-être le moment où les gens s'invitent le plus et de façon très mutuelle. On reçoit la famille, on reçoit les amis. Il y a même une tradition attachée au monde chassidique, ce qu'on appelle les ushpizin, c'est-à-dire de recevoir des invités un peu mystères. Des personnes qui, à la manière d'Abraham, qui avait comme plus grande mitzvah, comme plus belle action à son compte, la Achnasat Orchim, c'est-à-dire l'accueil des invités de passage. Sa souka à lui, sa tente était ouverte aux 4 vents. Il y a une tradition comme ça d'inviter l'hôte de passage que l'on ne connaît pas, qu'on rencontre à la synagogue ou qui traîne dans la rue et qui n'avait pas prévu. Oui, ne laisser finalement personne seul. C'est ça, on ne laisse personne seul pendant ce type de fête, effectivement. Alors quand on évoque les fêtes de Soukhot, on pense au loulav. Alors quelles espèces le composent ? Alors, le loulav... Ça, c'est bien précis quand même. On avait fait une chronique là-dessus, ensemble, l'année dernière, Emmanuel. Oui, ou peut-être il y a 2 ans, je ne sais plus. Bon, peu importe. Il y a 2 ans.
Ah, vous avez Je peut-être crois que raison. c'était il y a 2 Oui, ans. c'est moi. Non, parce qu'on vous essaie avez de se bonne mémoire. renouveler quand même, hein, Ah oui, dans les questions. regardez, on innove. Voilà, on innove. Alors justement, le loulav, c'est marrant parce qu'on lui donne le nom d'une seule des arba'at aminim, c'est-à-dire d'une seule des 4 espèces. Le loulav désigne véritablement la branche de palmier dattier. Mais à côté du loulav, eh bien, se trouve l'étrog, donc le fruit du cédratier, donc le cédra, qui ressemble un peu à un citron, mais qui n'est pas un citron, qui doit avoir une taille, une forme bien spécifique, selon son origine qui doit être jaune ou vert, parce qu'ils peuvent venir du Maroc ou de Calabre, certains sont d'ailleurs recherchés et peuvent même coûter un prix assez conséquent, parce qu'on nous dit qu'il faudra vraiment prêter attention au choix de chacun des éléments du bouquet du loulav. Et puis on a également la hadas, qui est une branche de myrte, et la harava, qui est une branche de saule. Donc ce sont des interprétations, parce que ça n'est pas écrit directement dans la Torah. Dans la Torah, on nous parle de hadar, c'est-à-dire le fruit de splendeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce fruit de splendeur? Alors, les rabbins ont imaginé effectivement qu'il devait s'agir d'un fruit rare, qui pousse à une certaine saison, mais qu'on ne trouve pas toute l'année, que ce soit un fruit qui présente des caractéristiques qui donnent la possibilité véritablement de le sélectionner selon certains critères spécifiques. Donc on veillera notamment à ce qu'il ait une petite pointe, à ce qu'il ait encore sa queue, à ce qu'il ne soit pas troué, c'est bien à ce précis, qu'il n'ait pas oui. de taches. Ah oui, il y a vraiment des gens qui s'attachent pendant des heures à sélectionner leur étrog et ensuite qui prennent avec soin la branche de palmier, qui vérifient qu'elle est pointue, qu'elle n'est pas fendue en son centre, qu'elle ne se décompose pas, et qui n'hésiteront pas, par exemple pour les branches de saule, à les changer en cours de fête pour qu'elles restent fraîches. D'accord. Sachant eh bien que ces 4 espèces, lorsqu'elles sont réunies, représentent d'une manière symbolique l'ensemble du peuple juif. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a un fruit parmi les 4, l'étrog, qui sent bon et qui a du goût. Donc ça, c'est le tzaddik, c'est le chacham, c'est le juif parfait, c'est celui qui applique les mitzvot et qui en plus étudie. Donc il sait pourquoi il fait les choses et il fait les choses qu'il comprend. On a une autre espèce qui vient nous donner du goût, mais qui n'a pas forcément d'odeur. Donc ça, c'est notre interprétation, c'est celui qui étudie, mais qui ne fait pas les commandements. On a celui qui a de l'odeur, mais qui n'a pas de goût. Donc ça, c'est encore une autre catégorie. Et puis il y a celui qui n'a ni odeur ni goût, le saule. Ah, alors il ne fait rien. Alors on aurait pu imaginer qu'on l'excommunie, victime de Kherem, on le jette, on l'expulse hors de la communauté. Et non, justement, on l'intègre. Et justement, on l'intègre. C'est toute la force du judaïsme, c'est qu'on ne jette pas ce qu'on appellerait par ailleurs dans d'autres communautés les brebis galeuses. Chez nous, il n'y a pas de brebis galeuses. Il y a une notion de kirouv, une notion qui vise à rattacher ces gens, à les ramener vers le clan d'Israël, vers le peuple. Et quelle en est la symbolique? Eh bien, lorsqu'on colle l'étrog au loulav, à la myrte et à la branche de saule, et qu'on le détache ensuite, on se rend compte que les 3 autres espèces se sont imprégnées de l'odeur de l'étrog. C'est-à-dire qu'un sage qui va au contact de celui qui est peut-être moins observant, moins cultivé, moins connaisseur, il peut lui transmettre quelque chose de positif. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Et c'est une notion vraiment qui s'attache à Sukkot, dont on avait gardé pendant très longtemps à l'époque biblique, comme j'ai dit, la tradition de Hakhel, qui visait à rassembler au milieu de la fête de Sukkot l'intégralité du peuple, les hommes, ha'anashim, ve'anashim, les femmes, ve'hataf et les bébés, c'est-à-dire que tout le monde, qu'on comprenne ensemble. ou qu'on ne comprenne pas, soit ensemble, même le prosélyte, c'est-à-dire même celui qui n'est pas encore intégré, parce que voilà, c'est une fête ultra communautaire. C'est une fête où on se retrouve ensemble et on ne fait pas de distinction. Et on va chercher entre son les prochain. uns et les autres, et on va chercher son prochain, exactement. Alors Emmanuel, je sais que vous avez une terrasse, donc pas de souka pour vous dans votre jardin. Et non, ça va être difficile. Ça va être difficile, mais j'ai la chance d'appartenir à une communauté très généreuse qui propose une souka magnifique. Et je participe généralement à sa construction chaque année, parce que c'est aussi une mitzvah de participer à la construction dès la fin de la fête de Kippour. On a l'habitude de mettre les premiers éléments de la souka et puis de poursuivre pendant les quelques jours qui suivent jusqu'à la date dite.
Et donc, je rejoindrai, si Dieu veut, la souka communautaire pour aller Ce fêter moment, voilà, selon convivial. les règles traditionnelles avec ma famille et, si Dieu veut, avec mes invités, cette magnifique festivité. Et bien, Emmanuel Attias, il ne souhaite plus. Je vous souhaite du coup de très belles fêtes de Sukkot. Merci beaucoup. On souhaite aux auditeurs Chag Sameach par avance, voilà, de très belles fêtes à tous, dans la joie, Zman Simchatenu, et dans les réjouissances, on l'espère pour cette année, qui sera, on le souhaite, moins difficile que Plus douce. les 2 précédentes. Et puis on se donne rendez-vous bientôt dans le journal communautaire. Si Vous êtes tu un veux, habitué. au plaisir. Alors c'est vrai que j'ai dit que vous êtes notre historien officiel, mais nous avons 2 historiens officiels. Parce qu'il y a une historienne aussi, Renée Drey-Bensoussan, voilà. Mais disons, on que avait mis au masculin et puis nous avons une femme. Nous Voilà, sommes pour donc la je pense parité. évidemment à Renée, que j'aurai sûrement le plaisir d'accueillir aussi dans le journal communautaire. Emmanuel, merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. De Au belles plaisir, fêtes. au revoir. Au revoir.